Chez les Romains, il y a des noms qu'on n'oublie pas. Des noms qui pèsent dans l'histoire, comme des légendes gravées dans le marbre. Parmi eux, il y en a une qui coche toutes les cases. Gloire militaire, intrigue politique, rivalité, tragédie familiale. Je veux parler des Scipions, une famille issue des Cornélii, véritable dynastie de l'aristocratie romaine. En suivant la vie des principales figures de cette famille, on remonte le fil d'une lignée qui a façonné la République romaine et où chaque génération a laissé une empreinte encore visible aujourd'hui. On commence avec Lucius Cornelius Scipio Barbatus, l'ancêtre dont on possède le plus d'éléments mythiques. Consul en 298 avant Jésus-Christ, c'est lui qui mène l'armée romaine contre les Étrusques et qui remporte une victoire symbolique près de Volaterrae. Au début du IIIe siècle avant notre ère, Rome affronte une coalition de peuples italiques, avec les Samnites, les Étrusques, les Ombriens et les Gaulois sénons. C'est une guerre particulièrement difficile puisque les Samnites entraînent les Romains dans une série de combats dans les territoires montagneux du centre de l'Italie. Les sources sont fragmentaires, mais l'historien Tite-Live décrit plusieurs affrontements, et en particulier la bataille de Tifernum. Il est décrit que les Samnites ont rassemblé une importante armée pour couper la route aux Romains et leur tendre une embuscade au nord de la région de Samnium. Comprenant la ruse, les Romains avancent prudemment et mettent au point un stratagème de diversion. Scipio Barbatus mène alors une troupe d'infanterie pour contourner le flanc ennemi via une colline située à l'arrière. À la vue d'une violente charge dans leur dos et pensant qu'il s'agissait d'une deuxième armée romaine, les Samnites partent en déroute. Après la victoire de Volaterrae, la famille des Scipions commence déjà à gagner en prestige. Dans les années suivantes, Barbatus n'est plus consul, mais probablement légat ou commandant subalterne, et poursuit la guerre contre la coalition samnite et étrusque, jusqu'à la bataille de Sentinum en -295, où les Romains remportent une victoire décisive. Dans les dernières années de sa vie, il était toujours en activité puisqu'il occupait la fonction de censeur, donc chargé du recensement des citoyens, des patrimoines et de la supervision des travaux publics. Et oui, pas de retraite pour ce vieux Barbatus. Son tombeau est découvert dans la nécropole des Scipions et porte une inscription en latin archaïque qui vante ses hauts faits. On y lit qu'il a pris la Corse et la cité d'Aléria et offert un temple aux déesses de la tempête. Autrement dit, Barbatus a conquis des territoires pour Rome et renforcé la religion civique. Évidemment, on y rappelle aussi ses titres élogieux tels que consul ou censeur. Petite anecdote le concernant, c'est le Romain qui aurait le plus ancien cognomen attesté. Le cognomen, c'est le surnom familial, en gros. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais en fait, Barbatus, ça veut dire barbu, pour ceux qui parlent pas latin. En règle générale, les noms romains sont découpés en trois. On a le praenomen, le prénom individuel, le nomen, le nom des gens ou du clan, le nom de la famille élargie pour simplifier, et enfin le cognomen, qui est donc le surnom familial, et qui peut être héréditaire ou personnel. Lui, c'est le petit-fils de Barbatus. Vous noterez que le cognomen a changé puisque c'est à présent Asina, et autant vous dire que c'est pas très glorieux car ça veut dire l'ânesse. Ce surnom lui est hérité de son père, donc le fils de Barbatus, qui s'appelait Gnaeus Cornelius Scipio Asina. Je vais faire une parenthèse sur le père pour expliquer ce surnom. En fait, Gnaeus était consul, comme Barbatus, sauf que au lieu de gagner des batailles comme son père, il s'est fait capturer par les Carthaginois lors de la première guerre punique. Il faut comprendre qu'à cette époque, les Romains venaient à peine de constituer leur première flotte de guerre, et il se trouve que Gnaeus en avait le commandement. Il apprit qu'une escadrille carthaginoise se situait dans le port de Lipari, en Sicile. Impatient de se couvrir de gloire, il décide de s'y précipiter sans reconnaissance préalable. Sauf que, grosse erreur, puisque c'était un piège. Les Carthaginois encerclent alors le port, coupent toute retraite, et Gnaeus est fait prisonnier sans combattre, ce qui se trouve être une terrible humiliation due à un manque de discernement. C'est de là que vient son cognomen Asina. Après sa libération, il arrive quand même à se racheter quelques années plus tard en capturant le port de Palerme, ce qui lui vaut tout de même un triomphe, et donc permet de redorer un peu l'image de la famille des Scipions. Mais revenons au petit-fils, qui a malheureusement hérité du surnom peu flatteur de son père. Donc Publius Cornelius Scipio Asina fut consul en 221 avant Jésus-Christ, et fut chargé de pacifier le nord-est de l'Italie contre les populations istriennes et cisalpines du côté de la mer Adriatique, qui est à l'époque gangrénée
par la piraterie. Sa mission est un succès, puisque les Istriens finissent par être vaincus. Avec Scipio Asina, la branche des Scipions s'affirme déjà comme une lignée d'hommes d'État et de militaires influents. Un peu plus tard, lors de la Deuxième Guerre punique, il plaide pour une stratégie défensive afin de protéger Rome contre l'armée d'Hannibal, qui venait tout juste de s'emparer de la ville de Capoue, à moins de 200 km de distance. Sur le plan politique, il a servi comme interrex, interroi, en moins 216, pour faciliter l'élection de consuls favorables à la guerre. Et il fut l'un des fondateurs de la colonie de Plaisance pour consolider l'influence romaine au nord de l'Italie. Au final, Publius Cornelius Scipio Asina est une figure moins impressionnante que son grand-père, mais tout de même influente et toujours liée aux grandes actions de la République romaine au niveau politique et militaire. Voici l'homme qui donna naissance au plus célèbre des Scipions que l'on verra juste après. Ce Publius Scipio, sans surnom connu, est devenu consul en moins 218, donc à l'aube de la Deuxième Guerre punique. Il est parti en Hispanie pour contrer Hannibal, mais fut retardé par des affrontements avec les Gaulois plus au nord. Il décide tout de même d'envoyer son frère Cneus en Hispanie pour contenir l'invasion. Après la traversée des Alpes d'Hannibal, Publius subit une défaite mineure à la bataille du Tessin, et à l'issue de laquelle il finit gravement blessé, mais sauvé par son fils, le futur Scipion l'Africain. La même année, avec le co-consul Sempronius Longus, il affronte à nouveau Hannibal à la bataille de la Trébie. Mais encore blessé et incapable d'assurer le commandement de ses troupes, les forces romaines se font écraser et se replient à Plaisance. Malgré ses revers, il a toujours la confiance du Sénat. Dans les années suivantes, lui et son frère continuent la guerre en Hispanie et enchaînent les succès puisqu'ils parviennent tout de même à repousser les Carthaginois hors de la Tarraconaise. Mais coup du sort en moins 211. Publius meurt lors de la bataille du Bétis, au cours d'un combat contre les troupes carthaginoises menées par les frères d'Hannibal, Magon Barca et Hasdrubal. Au final, son sacrifice coûteux a tout de même permis de maintenir la pression sur Carthage en Hispanie, et donc de priver Hannibal de renfort du côté de l'Italie. Voici maintenant la star de la famille, qui est sans conteste Publius Cornelius Scipio Africanus, dit Scipion l'Africain. À même pas 20 ans, il est l'un des survivants de la bataille de Cannes, qui est une défaite désastreuse pour les Romains dans leur guerre contre Carthage. Mais Scipion se jure de sauver la République. Il part en Hispanie pour remplacer son père, tué au combat comme on l'a vu juste avant. Enchaînant les succès, il parvient à prendre Carthagène, qui est en quelque sorte la capitale carthaginoise en Hispanie. Dans la foulée, il venge son père en remportant une victoire contre les frères d'Hannibal lors de la bataille de Baecula en moins 208, puis à Ilipa 2 ans plus tard. Intelligemment, il parvient même à rallier des tribus ibériques contre Carthage. Ces succès mettent fin à l'influence punique sur la péninsule ibérique, et Scipion l'Africain retourne à Rome en héros, auréolé de gloire. Naturellement, il devient consul en 205 avant Jésus-Christ et fut envoyé en Afrique pour y continuer la guerre contre Carthage. Affaiblis de l'intérieur, les Carthaginois subissent des sièges à Utica ou Tunis, qui sont des emplacements stratégiques. Sous pression, les Carthaginois décident alors de rappeler Hannibal, qui se trouvait au sud de l'Italie. C'est à ce moment que Scipion l'Africain devient l'un des principaux artisans de la victoire romaine contre Carthage. Son exploit majeur est la victoire décisive sur Hannibal à la célèbre bataille de Zama en 202 avant notre ère, ce qui permet à Rome d'asseoir sa suprématie sur la Méditerranée occidentale. C'est cette victoire en Afrique qui lui vaut le surnom d'Africanus. Après la guerre, Scipion fut censeur puis une deuxième fois consul quelque temps après, en moins 194. 2 ans plus tard, Rome entre en guerre avec le royaume séleucide qui tente de conquérir la Grèce. Pas de repos pour les braves, Scipion est alors envoyé avec son frère Lucius, que l'on verra juste après, pour régler ce conflit. Leur opposant est le roi séleucide Antiochos III, qui cherche à récupérer l'héritage d'Alexandre le Grand. Mais ce qui dérange encore plus les Romains, c'est que Antiochos a accueilli Hannibal dans sa propre cour, puisque l'ancien adversaire de Scipion s'est exilé de Carthage et rêve d'une revanche contre Rome. Sauf que bon, après un remake raté de la bataille des Thermopyles et une ultime défaite à Magnésie en moins 190, le roi séleucide est vaincu par les frères Scipion.
À cet instant, le prestige de leur famille atteint des sommets. Et pour Scipion l'Africain, les dernières années de sa vie vont être assombries par ses adversaires politiques, probablement sur fond de jalousie. Il est décrié par des conservateurs tels que Caton l'Ancien, qui le trouvent trop proche des mœurs grecques et voit son prestige comme un danger pour la République, qui révulse toujours un retour à la monarchie. En moins 187, Scipion est accusé d'avoir détourné une partie du butin séleucide avec son frère Lucius suite à leur victoire contre Antiochos III. Caton et ses alliés montent alors une campagne judiciaire et le Sénat exige un compte précis des sommes versées. Mais Scipion se montre indigné et refuse de se défendre face à des sénateurs qu'il considère indignes de juger un homme qui a sauvé Rome. Le jour de sa comparution devant ses accusateurs, Scipion se rend au forum pour rallier le peuple qui décide de le suivre jusqu'au Capitole. Dans un acte de défiance, il déchire les documents financiers demandés par le Sénat. Face à ce chaos, le procès est interrompu et Scipion se retire à la campagne pour y finir sa vie. Les tensions finissent par retomber, les charges contre lui sont finalement abandonnées, et il meurt en moins 183, probablement plein d'amertume, car selon l'historien Valerius Maximus, Scipion aurait fait graver sur sa tombe « Patrie ingrate, tu n'auras pas mes os ». Mais de toute façon, rien ne peut effacer ses accomplissements. Le type a sauvé la République romaine contre leur grand rival du moment, à savoir Carthage, il a obtenu des triomphes et incarné à lui seul la vertu romaine à son apogée. Frère cadet de Scipion l'Africain, Lucius Cornelius Scipio Asiaticus, que l'on appelle plus simplement Scipion l'Asiatique, a partagé en partie la gloire de son frère, on l'a vu juste avant. Durant sa carrière, il a d'ailleurs servi sous ses ordres en Hispanie dès 209 avant Jésus-Christ, et il trouva l'occasion de s'illustrer en remportant un duel singulier contre un certain Larus, qui était le chef des mercenaires cantabres, allié des Carthaginois. Mais le tournant majeur de sa carrière survient après la deuxième guerre punique, puisqu'il est élu consul en moins 190 et reçoit le commandement de la Grèce. C'est donc là, avec l'aide de son frère, qu'il triomphe d'Antiochos III à la bataille de Magnésie. De retour à Rome, il put célébrer un triomphe et demanda à recevoir le surnom Asiaticus, qu'il finira par obtenir pour ses victoires en Asie mineure. Mais comme son frère, sa carrière politique subit un coup d'arrêt vers moins 187, puisqu'il fut accusé d'avoir encaissé le trop-plein du trésor des Séleucides, la fameuse affaire du butin dont j'ai parlé un peu avant. Ça lui vaut un procès politique dont il ne peut échapper, contrairement à son frère. Il fut condamné à payer une lourde amende et dut vendre des biens personnels pour s'en acquitter. Les dernières années de sa vie sont assez obscurs, mais il semble disparaître de la scène politique et meurt à peu près à la même période que son frère. En bref, Scipion l'Asiatique est une figure importante, mais éclipsée par son frère, dont il partage pourtant l'ascension et la chute. Alors comme on vient de le voir, tout n'est pas rose chez les Scipions, puisqu'ils s'immiscent aussi dans les drames politiques de la République romaine. Une génération plus tard, on se retrouve avec Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, qui est le petit-fils du cousin de Scipion l'Africain. Bon, pour simplifier, c'est le cousin éloigné au second degré de Scipion l'Africain. Enfin, quand je dis simplifié, on se comprend. Donc suivant la tradition familiale, il devient lui aussi consul en 138 avant Jésus-Christ, et surtout grand pontife, en gros prêtre suprême, quelques années plus tard. Mais son rôle majeur dans l'histoire est tragiquement lié à la mort de son cousin Tiberius Gracchus en moins 133. En fait, Tiberius était tribun de la plèbe et avait tenté de mettre en place une grande réforme agraire appelée la Lex Sempronia. Le but de cette réforme consistait à limiter la quantité de terres publiques qu'un citoyen pouvait posséder et redistribuer le surplus aux paysans les plus modestes. Nasica Serapio voyait cette réforme comme une attaque directe contre l'ordre social dont il faisait partie, à savoir la nobilitas, la noblesse romaine. Pour lui, c'était une menace révolutionnaire en faveur du peuple et une tentative de la part de Tiberius de gagner en popularité pour s'accaparer du pouvoir à titre personnel. Plutarque raconte que Tiberius cherchait d'ailleurs à se faire réélire tribun pour conserver l'immunité et éviter d'être poursuivi par ses adversaires. À cet instant, Nasica décide de rallier les autres sénateurs à sa cause et les incite à marcher sur le Capitole pour éliminer celui qu'il considère comme un tyran potentiel. Le nouveau consul du moment, Publius Mucius Scaevola,
s'oppose à cette violence et appelle les sénateurs à la retenue. Malheureusement, ça ne suffira pas, la scène tourne à l'émeute, et cette action sanglante coûte à la vie à Tiberius Gracchus et à ses partisans. Condamné moralement et décrié par les plus hautes autorités du Sénat, Nasica fut contraint à l'exil. Il est envoyé à Pergame, en Asie mineure, où il mourut peu de temps après. Alors lui, c'est un cas particulier, puisqu'à la base, il ne fait pas partie des Scipions. Son père naturel est Lucius Aemilius Paulus Macedonicus, appelé plus souvent Paul Émile par les historiens. Ce Paul Émile était un célèbre général et homme d'État romain qui mit un terme au règne des Antigonides en Macédoine. C'est aussi lui qui a décimé le royaume d'Épire, j'en parle d'ailleurs dans une vidéo dédiée sur le sujet que je vous invite à consulter. Mais revenons à ce Scipion Émilien. Repéré comme jeune talentueux plein de promesses, il fut adopté à titre symbolique par nul autre que Scipion l'Africain, car celui-ci n'avait pas d'héritier naturel. D'où son nom, Publius Cornelius Scipio Aemilianus, qui rappelle à la fois son origine par le sang et son adoption. Alors bien évidemment, cette adoption était avant tout une manœuvre politique, qui permettait l'union de deux grandes familles aristocratiques romaines, entre les Cornelis Scipiones et les Aemilii Pauli. Du coup, Scipion Émilien, qu'on appelle aussi le jeune Africain en référence au titre de son père adoptif, va rapidement honorer son nouvel héritage. Après des campagnes victorieuses en Grèce et en Hispanie, il est élu consul en 147 durant la Troisième Guerre punique. Dans le cadre d'un ultime combat, les Romains menaient le siège contre la ville de Carthage depuis déjà 2 ans. Mais les défenseurs n'avaient pas dit leur dernier mot, et la ville résistait toujours. C'est là que Scipion Émilien débarque en Afrique et prend le commandement des opérations. Il réorganise l'armée, impose une discipline de fer et resserre l'étau autour de la ville. Après des mois de combats urbains acharnés, l'assaut final a lieu au printemps 146 avant notre ère. Carthage finit par tomber et les derniers défenseurs sont tués ou réduits en esclavage. Scipion Émilien fait raser la ville et son territoire devient une nouvelle province romaine. Ayant achevé le travail de ses illustres prédécesseurs, il obtient un triomphe majestueux et possède la réputation d'un grand conquérant. Sans grande surprise, il est à nouveau consul en 134 et retourne 1 an plus tard sur la péninsule ibérique pour boucler l'insurrection de Numance. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur l'Hispanie sortie au mois d'août. Très importante, cette nouvelle victoire permet à Rome de contrôler presque toute la péninsule et à Scipion Émilien d'accroître encore plus son prestige, déjà énorme. Mais il y a une sorte de malédiction chez les Scipions. Comme on l'a vu à plusieurs reprises, dès que l'un d'entre eux connaît la gloire, il finit souvent par tomber en disgrâce. Ça a été le cas avec Scipion l'Africain et son frère l'Asiatique. Alors tout juste revenu d'Hispanie, Scipion Émilien se retrouve embarqué dans la très controversée réforme agraire de Tiberius Gracchus, la fameuse Lex Sempronia dont j'ai parlé un peu avant. Au début, Scipion Émilien garde le silence, mais lorsque Tiberius est tué par les partisans du Sénat menés par Nasica Serpio, Émilien se range du côté de l'ordre établi. D'après Plutarque, lorsqu'il apprend la mort du tribun, il aurait déclaré « Ainsi périssent tous ceux qui s'aventurent dans une telle méchanceté », en référence à un verset de l'Odyssée d'Homère. À l'image de sa famille d'adoption, Scipion Émilien était issu de l'aristocratie et ne voyait pas d'un bon œil ce genre de réforme populaire. Dans son idéal politique, il souhaitait conserver la République telle qu'elle était à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, cette prise de position isole Scipion Émilien. Lui, le héros de Carthage, devient une figure suspecte aux yeux du peuple. Certains l'accusent d'arrogance, d'autres d'être un obstacle au changement. Les réformes agraires sont suspendues et Rome s'enfonce dans une crise sociale durable. 4 ans plus tard, en 129, Scipion Émilien est chargé de régler la situation et doit prononcer un discours crucial pour faire annuler définitivement la réforme. Sauf que ce discours, il ne le fera jamais. Un matin, on le retrouve mort dans son lit. Les circonstances sont floues. Certains parlent d'une mort naturelle, d'autres d'un assassinat politique. Parmi les hypothèses, Plutarque avance qu'Émilien se serait lui-même injecté du poison pour mettre fin à ses jours, voyant que son devoir politique était impossible à accomplir. Selon le témoignage des serviteurs d'Émilien, des gens se seraient introduits durant la nuit pour l'étouffer dans son sommeil. Les membres de la famille du défunt Tiberius Gracchus sont les principaux suspects, mais l'affaire est vite expédiée et personne ne sera officiellement accusé. Scipion Émilien symbolise à lui seul la contradiction de Rome, celle d'une cité qui célèbre ses conquérants,
mais qui finit par se déchirer de l'intérieur. Son héritage militaire est immense, mais politiquement, il marque le début de la fin pour la République telle qu'elle existait depuis des siècles. Pour finir, évoquons la figure féminine emblématique des Scipions, Cornelia Africana. C'est ni plus ni moins que la fille de Scipion l'Africain et la mère du fameux Tiberius Gracchus, l'auteur de la fameuse réforme agraire. Décidément, on le retrouve partout, lui. Cornelia incarne l'idéal de la matrone romaine et a laissé une image de mère modèle. Elle fut veuve plutôt jeune, vers ses 30 ans, et choisit de rester libre pour élever ses 12 enfants, même si la plupart d'entre eux sont morts en bas âge. On l'a dit vertueuse au point de refuser une proposition de mariage du roi d'Égypte, par respect pour son défunt mari et pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. Il est aussi rapporté que sa maison était comme une école de vertu. Ses fils étaient formés au grec, à la philosophie stoïcienne et à la rhétorique, tout en leur inculquant un profond sens du devoir envers le peuple romain. Elle ne fut pas directement à l'origine de la Lex Sempronia, la fameuse réforme agraire, mais nul doute que son influence a pu contribuer à la mettre en place, puisqu'elle se base sur des fondements moraux de justice sociale et d'équité. Après la mort violente de son fils Tiberius, Cornelia reste digne. Elle se retire à la campagne et continue de recevoir des invités de prestige, des philosophes ou des érudits. Elle meurt vers l'an 100 avant notre ère, respectée de tous. Aux yeux des Romains, elle restera le modèle de la matrone idéale, pieuse, cultivée, courageuse, et surtout une mère qui a voulu rendre Rome plus juste. Une statue honorifique fut même érigée en son honneur, dont la base est parvenue jusqu'à nous. Tous les personnages que l'on a vus couvrent pratiquement 3 siècles de l'histoire romaine, depuis la fin des guerres samnites jusqu'à la chute de Carthage et les troubles sociaux qui entraîneront la République dans la guerre civile. Bon, évidemment, on n'a pas vu tous les membres de cette grande famille, j'ai dû faire une sélection. Mais en tout cas, on peut dire que les Scipions contribuent grandement à l'ascension de Rome, qui passe de puissance locale à empire méditerranéen. Chaque récit marque une étape de la grandeur romaine, à la fois victorieuse et conquérante. Quant à Cornelia, qu'on a vu à la fin, elle relie la génération victorieuse des Scipions aux réformes sociales de la génération suivante, qui transformeront la République romaine. Pour conclure, que l'on parle de monuments funéraires, de traités victorieux ou d'anecdotes édifiantes, on voit que ces personnages ont laissé une empreinte durable dans les mémoires. Les récits de sources antiques permettent d'en savoir plus sur ces personnages hors du commun, et ainsi continuer de captiver le public moderne. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était pas évident à faire, parce que la généalogie des Scipions est quand même assez complexe. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire pour soutenir la chaîne, et de mon côté, je vous dis à bientôt.